C'est un film un film sur des fantômes, sur des esprits qui me hantent littéralement depuis plus de 40 ans, puisque je l'ai vu quasiment à sa sortie en 73, alors que vous n'étiez pas encore né. Et donc il continuera sans aucun doute à m'accompagner jusqu'à ma mort. Je vais faire 3 choses. Mais si le temps me manque, je couperai la seconde moitié de ma communication, où je voudrais passer, disons, de l'analyse du film à des réflexions théoriques dont on pourrait se dispenser aujourd'hui, et qu'on pourra peut-être retrouver un jour dans une publication. Donc, je pense que j'aurai besoin de quelques 25 ou 30 minutes. Dont 2 petits fragments que j'ai préparés. Je vous résume d'abord le film, puisque j'imagine que c'est un film que vous ne connaissez pas. C'est un film qui est déjà, un film de 73, qui était déjà anachronique à l'époque. C'est un film, disons, post-nouvelle vague, avec un budget 0. Si on organisait ce matin une petite opération de crowdfunding, donc ça représenterait, ici même, ça représenterait le budget du film. Donc c'est vraiment fait avec des bouts de ficelle, mais c'est le plus beau film espagnol de l'histoire du cinéma espagnol. Et pour moi, le film qui me parle le plus, c'est l'histoire de 2 petites filles, essentiellement d'une fille, qui, dans un village totalement abandonné, quasiment désert et coupé du monde en quelque sorte, au début du franquisme, donc dans les années 40. L'histoire est située dans les années 40, juste après donc, la guerre civile. Donc une jeune fille, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne sait pas spécifier, qui au fond découvre le monde, et qui découvre le monde par le cinéma, puisqu'elle assiste, et c'est sa première visite au cinéma, à une projection de Frankenstein, donc le film de Whale de 1931. Et on ne montre pas vraiment le film dans le film d'Hérissé. Il y a des gros plans sur les visages de ceux et de celles qui assistent à cette projection. Les petites filles, mais aussi les retraités, les femmes au foyer, puisque les hommes doivent travailler, ne sont pas présents dans la salle. Et donc il y a comme ça une suite de gros plans sur les visages, et on voit comment ces gens-là vivent non seulement le film, mais je pourrais continuer pendant 25 minutes, mais il faut quand même que je termine d'abord ce petit résumé. Et donc la petite fille qui s'appelle Anna, qui est encore très jeune, on verra plus tard qu'elle apprend à lire, donc pour vous donner un peu son âge. Et elle est encore incapable de faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et elle ne comprend pas ce qui se passe dans le film dans Frankenstein avec la petite fille qui est noyée, soi-disant par accident, par le monstre. Et donc elle demande à sa sœur, qui est légèrement plus âgée et qui comprend déjà ce que c'est que la vie, ce que c'est qu'un film, elle demande ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qui se passe avec la petite fille qui se noie, qui est assassinée, qui est tuée dans le film. Et sa sœur aînée lui fait croire que, en fait, la petite fille du film ne meurt pas, mais se transforme en esprit, pas en fantôme. Un fantôme est encore un être qui a un corps. Un esprit, c'est un pur esprit. Et les purs esprits, non seulement ne meurent jamais, sont immortels, mais peuvent être convoqués, matérialisés, en quelque sorte, si on connaît la formule magique. Et la sœur aînée apprend à la petite fille, elle lui communique la formule magique qui va lui permettre de convoquer, de faire surgir les esprits. La petite fille, qui est encore très petite,
elle croit entièrement ce que sa sœur lui explique. Et à un moment donné, un peu plus tard, lors de leur jeu, dans une remise abandonnée, les deux petites filles découvrent un soldat républicain qui a continué à se battre après l'arrêt des combats. Et donc, ce combattant républicain devient l'ami donc, de cette petite Anna, mais ce combattant, quelques jours plus tard, est tué par la garde civile. Et je vous épargne, je fais l'économie de certains détails, mais la petite fille, donc Anna, s'imagine donc son esprit à elle, parce qu'elle s'imagine que le combattant républicain qu'elle a découvert dans cette remise, dans cette grange abandonnée, et l'esprit qu'elle peut faire naître en prononçant sa formule magique, elle finit par croire qu'en fait c'est son père qui l'a tué, c'est son père qui l'a trahi, et suite à cela elle fait une fugue, et lors de cette fugue elle rencontre le monstre dans une scène absolument célèbre où elle se regarde dans l'eau d'un petit lac, et on voit derrière comment le monstre de Frankenstein se rapproche d'elle, et c'est quasiment la fin du film. Il est très facile, et c'est comme ça que ce film a toujours été lu, il est très facile d'en faire une lecture politique. Frankenstein, Franco, c'est pas très subtil, donc il est parfaitement possible d'interpréter tous les éléments de ce film comme une sorte, disons, d'allégorie de la fin du franquisme. Mais il y a d'autres lectures possibles, et c'est sur une de ces lectures que je voudrais me concentrer aujourd'hui. Et cette lecture a à voir avec le rôle, l'importance du langage et de l'écriture. L'écriture ici n'est pas dissociée du langage en général, et ce langage apparaît d'abord comme le langage parlé. Je vous rappelle que la petite fille, au début du film, ne sait pas encore lire, elle apprend à lire en classe. Voilà, c'est donc, disons, la perspective que j'aborde ici pour analyser ce film. Donc le langage au début est essentiellement le langage oral, le langage parlé. Et très vite il s'avère que le langage parlé, qui devrait en quelque sorte permettre à ceux qui utilisent le langage de communiquer avec les autres et de communiquer, de découvrir le monde, est un instrument qui, au fond, dysfonctionne, ne fonctionne pas, et qui finit par produire en quelque sorte à la fois l'absence de communication, on pose des questions, pas de réponse, on reçoit des réponses qu'on ne sait pas interpréter, etc., etc. Et dans certains cas, ça conduit même au mutisme. Ça se voit très clairement lors de la projection de Frankenstein, où cette thématique est déjà activée, mais pour ne pas abuser de votre patience, puisque je sais que vous attendez impatiemment les deux petits fragments que je compte vous montrer maintenant, et que je vais lire ou disons analyser de la façon suivante. Mon idée principale, c'est que il y a comme une sorte d'analogie relativement explicite entre le dysfonctionnement du langage en général, qui dans le contexte, disons, diégétique, fonctionne essentiellement comme le langage parlé, un langage oral. Il y a une analogie entre cela, entre ces dysfonctionnements-là, et la manière dont les personnages vont écrire, puisqu'il y a ici deux personnages qui vont écrire, à savoir les parents de la petite fille. On verra, c'est les deux scènes que je vais vous montrer, mais pas tout de suite, pas encore tout de suite. Donc il y a à la fois la mère qui écrit et le père qui écrit. Et la façon dont ces deux personnages écrivent, vous allez voir, est totalement différente de tout ce que vous avez déjà vu et entendu ce matin,
et de tout ce que vous allez encore entendre et voir cet après-midi. Donc on est loin de l'alcoolisme, on est loin, enfin, il n'y a même pas de machine à écrire, c'est des personnages qui écrivent à la main. Voilà. Alors, je commence par, je vais donc comparer la scène où on voit écrire la mère et la scène où on voit écrire le père, qu'on ne voit jamais ensemble. Il n'y a pas de two-shot, comme on dit. On ne voit jamais les personnages ensemble. C'est toujours soit la mère, soit le père, ce qui, symboliquement, représente bien entendu le manque de communication entre ces personnages. Alors, vous allez voir cela tout de suite dans le premier fragment. Il y a quelque chose de très, disons, à la fois de très banal et de très peu conventionnel, en tout cas au niveau de la manière dont c'est filmé. Donc, on voit d'abord écrire la mère, et la mère écrit à quelqu'un qui n'est pas, elle écrit une lettre, ce n'est pas une écrivaine professionnelle, elle écrit une lettre. On s'imagine qu'elle envoie une lettre à son amant, probablement un républicain qui a dû s'exiler, avec qui elle a perdu le contact. Donc on la voit écrire une lettre, et en même temps, on l'entend lire à haute voix la lettre qu'elle écrit. Mais il y a comme, disons, une dissociation de la voix et de l'écriture. Et cette dissociation prolonge ou continue ou enchaîne sur une dissociation antérieure qui est celle, dans le film Grisé, entre le film de James Whale et la bande-son du film de James Whale. Ils sont également dissociés, on abandonne, on oublie en quelque sorte les images, et la bande-son commence à vivre sa propre vie. Après donc avoir écrit la lettre, elle va elle-même poster la lettre au village, etc. Parce qu'elle ne veut évidemment pas montrer la lettre en question à son mari. Alors, ce qui frappe le plus dans ce passage apparemment, enfin d'une grande banalité, mais au fond séquence hyper bien construite, ce qui frappe le plus, c'est la dissociation, disons, texte-image. Tout d'abord, sur le plan temporel, vous avez sans doute noté que l'écriture, donc qu'on voit apparaître à l'écran, et la voix ne progresse pas au même rythme. Donc il y a une sorte d'anisochronie. La voix ne se contente pas de tout simplement lire ce qui s'écrit, non, les deux éléments ne progressent pas au même rythme. Donc là, il y a déjà une anisochronie, comme on dit. En plus, la voix est continue et l'écriture ne l'est pas. L'écriture avance en quelque sorte par à-coups. Elle écrit, elle s'arrête, elle continue à écrire, elle s'arrête de nouveau, alors que la voix est continue. Mais de façon plus remarquable encore, il y a dissociation visuelle, spatiale, en ce sens que, vous l'avez noté clairement, la femme est donc filmée de côté, de manière à ce qu'on ne voit pas vraiment, on ne peut pas très bien lire ce qu'elle écrit, même si c'est filmé de très près. Vous avez noté aussi que la feuille est tournée de 90 degrés. Il faut quasiment se pencher, enfin de manière assez acrobatique, pour voir le texte qui apparaît à l'écran. Et de plus, au fur et à mesure qu'on avance dans cette scène, le texte devient en quelque sorte illisible. Donc au début, on est relativement proche de la page, et puis la caméra s'éloigne petit à petit de la femme écrivant, tourne autour d'elle et finit par, disons, rendre la page, la feuille littéralement illisible, pendant que la voix continue à dire, à réciter à haute voix ce qui s'écrit. Ça, c'est le premier temps. Maintenant, on va voir tout de suite le deuxième temps disons, de la représentation de l'écriture ou de l'écrivain dans ce film. Donc ce sera le passage où l'on verra écrire le père.
Et vous allez voir tout de suite qu'il y a à la fois des analogies, que je vous laisse découvrir, et des différences sur lesquelles j'insisterai beaucoup. Encore une seconde. Le personnage n'est pas du tout présenté. Enfin, vous avez vu, c'est un apiculteur. Enfin, il gagne sa vie comme apiculteur. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Mais il est tout de suite représenté dans la scène qu'on va voir comme un écrivain. Plus exactement, comme un écrivain qui n'écrit plus. C'est-à-dire, dans le contexte politique du film, comme un ancien républicain qui n'a plus la possibilité de continuer à publier, par exemple. Et regardez, par exemple, soyez attentifs aux détails, aux éléments qui soulignent cela. La mère écrit dans une sorte de salon, enfin, espace un peu indéterminé. Lui travaille dans un cabinet de travail qui est une véritable bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous allez trouver un tableau de Saint Jérôme, patron des traducteurs, donc pas n'importe quel saint, mais un saint qui écrit, si vous voulez. En plus, c'est quelqu'un, enfin le père, je veux dire, qui n'arrête pas de s'informer. L'épouse, la femme tente de communiquer avec, cherche à établir un contact avec le monde à l'extérieur. Le père reçoit, lui, des informations venant de l'extérieur, par la radio, par la presse, etc. Il lit ironiquement ou tragiquement un journal qui s'appelle Mundo, Monde, alors qu'il est complètement coupé de tout. En plus, c'est un véritable écrivain, entre guillemets. On le voit écrire on le voit rédiger un essai qui est un détournement d'un texte de Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles, extrêmement célèbre, en tout cas très lu à l'époque, dans les années 40 et 50, pour des raisons idéologiques qui ne vont pas vous échapper, puisqu'il y a bien entendu cette métaphore un peu facile, ruche, société, etc., etc., sacrifice de l'individu à la collectivité. C'était vraiment le message que le régime franquiste voulait faire passer. Et enfin, le père fabrique aussi des petits papillons en papier pour le public espagnol, une allusion tout à fait transparente, aussi lisible que la pipe de Maigret, si vous voulez. Papillon en papier signifie Unamuno, donc Miguel de Unamuno, qui est le symbole même donc, de l'écrivain, de l'intellectuel, ne sachant pas faire son choix entre, disons, la gauche et la droite, et complètement écrasé, foudroyé par la guerre civile. Vous avez certainement noté toutes les correspondances, toutes les analogies dans le traitement image, bande, son, dans les deux séquences, les deux scènes. Je voudrais, et j'ai plus ou moins terminé par là, attirer votre attention sur certains décalages, certaines différences entre l'écriture de la mère, de la femme, et l'écriture du père, de l'homme. Tout d'abord, il faut noter que l'écriture du père est visiblement solipsiste. Lorsque la mère prend la plume, c'est pour tenter d'établir, d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre, même si elle ne sait plus où se trouve cette autre personne. C'est même pas si cette autre personne est encore en vie ou pas. Alors que le père, par contre, tient une sorte de journal, il écrit pour lui-même. Et la dialectique qui joue là aussi entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, renforce certainement encore cette idée de solitude. Et en quelque sorte, on sent que le père a déjà abandonné tout espoir de communiquer avec autrui. En plus, la manière dont est filmé donc, le geste de l'écriture est totalement différent.
Rappelez-vous, dans le cas de la mer, tout d'abord, la caméra colle en quelque sorte sur la main et le texte qui apparaissent à l'écran pour s'en éloigner petit à petit. Cette séquence se termine par, une image un peu quasiment abstraite. Vous avez reconnu la tradition picturale à la Vermeer avec les fenêtres qui connotent aussi l'idée de ruche et tout cela. Donc, comme si, à la fin de cette séquence, la caméra ou le film voulait montrer cet extérieur vers lequel la femme était tournée, ou se tourne. Dans le cas du père, c'est totalement différent. Il se met à écrire, mais on ne voit pas du tout ce qu'il est. Enfin, la caméra n'est pas, ne filme pas la feuille même. Il y a un regard frontal sur le personnage écrivant. On ne voit pas la feuille. Et vous avez noté aussi que là, il y a un décalage absolu entre la voix qui lit un texte relativement long et l'homme qui, au fond, ne note que 2-3 mots. Donc là, le décalage est vraiment très visible. À la fin de cette séquence, le père, donc le personnage écrivant, est filmé par-dessus l'épaule. On a un gros plan sur une vue en plongée sur la feuille même, mais non pas pour nous faire voir ce que le père a écrit. En plus, c'est une écriture manuscrite difficilement lisible, mais on voit le père qui barre, qui efface, qui rature ce qu'il vient de décrire. Donc là aussi, à ce niveau-là, le contraste avec la mère ou le personnage féminin est quasiment absolu. Et je conclus ce qui était la première partie de la communication. Le reste, on va mettre cela entre parenthèses pour l'instant, ou mettre cela au frigo pour un certain temps. La conclusion provisoire, temporaire, qui sert de tremplin vers autre chose, mais qui viendra plus tard, cette conclusion est la suivante. Pour ce qui est de la protagoniste du film, puisque c'est un film qui est construit autour d'une jeune fille, donc de Anna, on voit que la rencontre, l'apprentissage de la langue, la maîtrise progressive du langage, des codes du langage oral et puis du langage écrit, aboutissent seulement ou aboutissent uniquement à une série d'échecs qui finiront par se traduire par le mutisme du personnage. À la fin du film, elle refuse littéralement de parler. Elle se fait évidemment rattraper après sa fugue, mais elle coupe tout contact avec le monde extérieur. Et ce refus ou cette impossibilité de communication se retrouve au niveau du monde des adultes, qui, eux, maîtrisent aussi bien, ou devraient, ou censés maîtriser aussi bien le code ou les codes du langage oral, les codes du langage écrit, mais là aussi, à tout moment, tous les moments où apparaît donc le geste d'écriture dans le film, ça se termine, ça se traduit en quelque sorte par cette impossibilité de communiquer, de faire servir le langage, surtout le langage écrit, à des buts de communication. La mère envoie des lettres à des destinataires qui peut-être n'existent pas ou ne vivent plus, elle ne reçoit jamais de réponse. Le père n'écrit que pour lui-même et il rature automatiquement ou systématiquement il rature au fur et à mesure qu'il écrit. Et à partir, disons, de cette première observation-là, qui est non seulement un thème du film, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la matérialité du film même, dans la façon dont c'est filmé, dans la manière dont Iris gère, disons, le rapport entre image et bande-son.
cette première, disons, conclusion, voilà, pourrait nous conduire dans de toute autre direction. Mais la seule direction qui maintenant nous intéresse, c'est la direction rez-de-chaussée, café, sandwich, etc. Je vous remercie donc de votre attention. Est-ce que vous pourriez répéter en l'épellant le nom du metteur en scène? C'est Victor Hérissé, E-R-I-C-E. C'est au fond le seul film qu'il ait fait. Il en a fait d'autres, mais c'est c'est son premier long métrage. Son deuxième est en fait un film amputé, puisqu'il a dû arrêter le tournage au milieu du tournage. Donc, ce film s'appelle Le Sud, mais c'est en fait la première moitié d'un film qui n'existe pas de manière complète. Son troisième film est un documentaire et son quatrième film est un film qui n'existe que sous forme d'auto-novélisation, puisqu'il là aussi, au bout de 2-3 jours, il n'y avait plus d'argent pour continuer. Donc c'est en fait un film unique de tout point de vue, film fait par un très 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 jeune réalisateur qui venait à peine de sortir des bancs de l'école, et qui, c'est très étonnant, c'est un film de 73 que tout le monde a lu comme, disons, une critique directe, immédiate, voire brutale du régime franquiste, mais c'est quand même un film qui a pu se monter, se produire, se tourner en Espagne, qui a pu se montrer en Espagne, et qui a eu en 73, qui a eu qui a obtenu le prix Coquille d'Or du Festival de Saint-Sébastien, qui est un peu le Cannes espagnol. J'ai jamais très bien compris comment fonctionnait dans ces années-là la censure franquiste, apparemment, enfin c'est ce que tous les collègues espagnols m'ont toujours dit, était très 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 dur. Et donc en dépit de tout cela, on a pu produire, montrer et primer ce film-là. D'une part, à l'époque, autant que je sache, c'est l'époque aussi où Carlos Saura fait des films, mettant en scène des personnages de petites filles. Contemporain de Cría Cuervos. Exactement, de Cría Cuervos. Et puis l'autre film aussi, où la petite fille raconte son histoire en tant qu'adulte, mais en tant que petite fille, enfin une sorte de dédoublement d'identité. Donc ça c'est intéressant, cette coïncidence. Et puis récemment, donc sous une autre forme, Guillermo del Toro reprend un personnage de petite fille autour de la question de la guerre d'Espagne et en utilisant justement la référence au fantastique, au merveilleux, etc. Ce qu'il a déjà fait dans Les Chines du Diable précédemment, autour de la guerre d'Espagne, mais cette fois du spectral. Voilà, donc c'est pas une question, c'est une série d'observations pour lesquelles je vous remercie. Mais la question, c'est pourquoi la figure de l'enfant et la relation avec la guerre d'Espagne. Là, très souvent, des cinéastes ou des écrivains confrontés à des problèmes de censure passent par le monde de l'enfance, idem pour Kiarostami, qu'on a beaucoup rapproché d'Hérissé. Oui, on peut faire dire et faire vivre, disons, à des enfants des choses qu'on ne peut pas faire dire ou vivre par des adultes sans se faire taper sur les doigts par la censure. Je crois que c'est la réponse qu'on devrait donner ici aussi. C'est une façon disons, de négocier, au fond, d'obtenir l'autorisation de faire un film pareil. Non, mais ouais, je pense que ça mérite. Parce qu'il ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la seule réponse, mais ça a sûrement joué. Oui, c'est clair. Tout comme chez Kiarostami. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'enfants chez Kiarostami? Pour les raisons qu'on connaît, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même aussi que l'enfant devient une sorte de bouc émissaire par rapport aux fautes. Oui, ça rejoint aussi, disons, le message ou le sous-texte politique, donc la jeune génération écrasée par, au fond, le monstre du film, c'est non pas le monstre de Frankenstein, c'est le père, oui, tout à fait. Représentant de Franco, représentation allégorique de Franco, mais je ne crois pas que ce soit la façon la plus riche de lire le film. Merci beaucoup.